On appelle un commun numérique, il y a un triptyque, il y a la ressource, il faut qu'il y ait une ressource, voire plusieurs ressources. Une ressource numérique, une communauté autour de la ressource qui utilise et qui maintient la ressource, et des règles de gouvernance associées à cette communauté et à la maintenance et à l'élaboration de cette ressource. Il y a des communs dans tous les champs de la société. Je parlais tout à l'heure de la distribution de l'eau, je parlais des péniches, je parlais des potagers. Donc il y a plein d'exemples comme ça qui à chaque fois correspondent à des communautés différentes, tout hétérogène mais avec différents types d'acteurs, des règles de gouvernance différentes. Et dans le numérique, la propriété qu'on détient sur un logiciel par exemple, c'est une propriété qui est uniquement une création légale. C'est-à-dire que par principe, la loi va dire ça appartient à une personne. L'idée de la propriété intellectuelle, d'ailleurs dans sa définition, c'est de se dire il y a un investissement qui est consacré par un acteur, la société lui reconnaît un droit de propriété intellectuelle qui lui permet d'exploiter commercialement, donc ce qu'on appelle les licences, la propriété de la ressource qu'il a créée. Ça c'est notre culture depuis le siècle des Lumières. Tous les biens qui sont numériques sont ce qu'on dit non exclusifs et non rivaux. C'est-à-dire que le logiciel que j'utilise, tu peux l'utiliser aussi. L'utilisation que tu feras du logiciel ne va pas réduire l'utilisation que je vais en faire. On a une propriété, oui, mais elle est élaborée et conçue par un ensemble d'acteurs qui font en sorte que les différents droits qu'ils peuvent détenir sur cette propriété en question assurent qu'elle soit toujours ouverte, qu'elle soit toujours inclusive, que les personnes qui utilisent la ressource puissent continuer à l'utiliser. Si d'autres veulent rejoindre cette ressource, qu'elles puissent le faire. Dans le monde du numérique, la propriété que j'ai sur mon logiciel, finalement, si je la donne à tout le monde, je ne vais pas perdre moi-même la propriété. Je vais peut-être créer des opportunités de collaboration, créer des opportunités en termes de captation de valeur. Et donc, ça amène à d'autres modèles économiques, modèles d'affaires, qui sont plus adaptés à ces logiques de communauté, de collaboration et de commun numérique. Quand on parle de commun numérique, on va dissocier ce qui est de l'ordre du modèle économique du commun en tant que tel. C'est-à-dire que le commun numérique, c'est une ressource qui va être produite parce qu'il y a des contributions financières, humaines, matérielles qui sont apportées à la production de cette ressource. Et donc, il faut qu'il y ait un modèle économique pour que le commun soit pérenne. En fait, il y a énormément de communs numériques qui s'appuient sur cette capacité que les acteurs économiques ont à monétiser et à valoriser la contribution qu'elles font dans le commun. Et donc, ça va être soit parce qu'elles proposent des services, donc des services autour des communs numériques, il y en a des milliers et des cents, hein. Ça peut être de la formation, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être du développement sur mesure, bon, j'en passe. Soit parce qu'elles, finalement, le commun, c'est quelque chose qui est nécessaire à leur propre activité, mais qui n'est pas essentiel. Donc finalement, en contribuant à l'existence d'un commun numérique, elles ne font que se concentrer sur ce qui est leur valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'elles ont un modèle d'affaires qui s'appuie sur, je dis n'importe quoi, imaginons un logiciel avec peut-être des algorithmes très pointus ou en tout cas des connaissances particulières d'un point de vue technologique. Et pour pouvoir fonctionner, elles ont besoin d'une base de données qu'elles vont, elles, plutôt faire de manière complètement ouverte et collaborative. Ou l'inverse, elles peuvent avoir la base de données qui est très spécifique, sur laquelle elles fondent leur modèle d'affaires, et des logiciels qui sont utilisés pour manipuler la base de données, qui sont complètement ouverts parce que ce n'est pas leur valeur ajoutée, et qu'elles ont tout intérêt à ce que cette partie-là soit développée de manière complètement ouverte. Aujourd'hui, quand une start-up porte un projet de commun, elle a effectivement besoin de définir quel pourra être son modèle économique. Faut-il tout ou partie ouvrir de son code, quel modèle, donc comme je vous le disais, quel modèle d'affaires, comment on fait grandir cette communauté qui pourrait s'agréger autour du commun. Donc effectivement, cet accompagnement un petit peu spécifique, il a tout lieu d'être. Donc ces entreprises, elles sont rentables, elles gagnent de l'argent, elles se développent et elles arrivent aussi, ça c'est un enjeu important, à entraîner des levées de fonds. On est en train de se dire, c'est du code ouvert, il n'y a pas de levée de fonds possible, les investisseurs ne vont pas s'y retrouver. Ben non, justement, ces modèles d'affaires-là sont possibles aussi. Finalement, le libre, les communs, quelque part, ça reste un moyen transverse. Ce qui va intéresser l'investisseur, c'est le cœur du logiciel, le cœur de la solution, et quel métier on va adresser au travers de cette solution. Si vous adressez des métiers qui sont très en demande actuellement, les entreprises, vous n'aurez pas de difficulté particulière à faire des levées de fonds. Mais ça ne vient pas tout seul, ça prend du temps, et je pense que ça progresse au fur et à mesure que les acteurs comprennent l'intérêt que peuvent avoir ces ressources pour leur propre métier.
L'exemple d'Ubisoft en matière de jeux vidéo et de Blender, par exemple, on est vraiment en plein dedans. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, oui, ça fait partie de nos besoins, donc on finance la fondation pour qu'elle continue à développer cette ressource. De plus en plus, maintenant, côté plutôt secteur privé, il y a une vraie réflexion dans un secteur industriel, l'automobile, la mobilité, le spatial, l'énergie, d'identifier ce qui peut être produit avec ses concurrents, avec ses partenaires, avec ses utilisateurs, ses clients, et de se dire que ces parties-là, elles peuvent être produites en commun. Ça sécurise pour beaucoup le passage au numérique. Quand on est sur des logiques commerciales traditionnelles, souvent on met un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on mise tout sur l'ergonomie, on mise tout sur un certain nombre de choses, parce qu'on sait que c'est ce qui est le plus vendeur. Ce n'est pas du tout le prisme, la manière de fonctionner des communs. Ensuite, je pense qu'il y a un autre niveau qui est celui plutôt secteur public, où il y a une incitation forte à aller vers ça dans le secteur public. Et l'exemple que je peux citer, c'est que la loi pour une république numérique oblige, donc depuis 2016, à toutes les administrations françaises, la majorité des administrations françaises, je ne rentre pas dans les détails, de diffuser en open source tous les logiciels qui sont produits et reçus dans le cadre de leur mission de service public, les logiciels et bases de données. C'est ultra large. Et ça pourrait avoir une incidence colossale sur le marché, la société de l'information, comme on en parle souvent, mais même globalement sur la production de communs dans ces domaines-là. C'est-à-dire si tous les financements publics qui étaient utilisés dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la justice, dans tous les champs régaliens de l'État par exemple, participaient vraiment à créer des solutions qui seraient des communs, qui seraient complètement ouvertes et gérées par une communauté qui soit notamment les utilisateurs finaux, ça aurait une influence loin d'être négative, si ce n'est que ça prend du temps, qu'il y a une question de culture qui n'est pas encore là, ça s'accompagne. Et je pense que la majorité des acteurs qui sont soumis à ce régime-là n'ont pas été accompagnés, donc sont plutôt en résistance aujourd'hui. L'État aujourd'hui ne s'intéresse pas aux logiciels libres, ou peu aux logiciels libres, et ça reste encore pour moi dommageable. On devrait avoir une base nationale, une base européenne des communs, des choses qui soient utilisables, que chacun aussi, parce que je crois que c'est quelque chose qui est à retenir, tout le monde a plus ou moins tendance à réinventer la poudre, chacun de son côté. Il y en a un dans telle région qui va faire un projet de plateforme de données, le même projet de plateforme de données avec presque les mêmes outils dans telle autre région. Est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas avoir une vision centralisée de tout cela et une espèce de, je vais dire le mot Wikipédia des communs? L'enjeu, c'est de partager de la ressource, certes, mais de le faire en donnant les moyens aux personnes qu'on a envie de voir utiliser ces ressources, de le faire. Donc il y a toute une question en termes de souveraineté, mais vraiment en termes de capacité à utiliser les ressources et permettre à des acteurs locaux ou européens de contribuer, de participer à la gouvernance de ces ressources.